Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. De retour dans Totalement Foot pour la troisième et dernière partie de cette émission, messieurs. On va parler des autres matchs un petit peu avant de revenir sur le prochain match de l'équipe de France. Allemagne, Slovaquie 3-0 pour les Allemands. Belgique, Hongrie 4-0 pour les Belges. Ce carton au niveau des scores belges et allemands font-ils de l'Allemagne et de la Belgique des meilleurs favoris que l'équipe de France? Ah bah oui. Pas photo. Ça en était déjà, je pense, au début, et là c'est la montée en puissance, le réveil, ce qu'on attendait. La Belgique n'a pas été exceptionnelle selon moi en phase de poule. D'ailleurs, ils ont perdu contre l'Italie, après contre l'Irlande, voilà, ils gagnent 1-0 contre la Suède. Non, là, on attendait beaucoup de la Belgique, qui collectivement valait pas grand chose sur les phases de poule. Par contre, ils ont des très grosses individualités. Bon, ça on le savait déjà. Là, c'est le réveil de la Belgique et surtout le réveil d'Eden Hazard qui a été juste exceptionnel hier. Donc voilà, et puis l'Allemagne, pareil, avec un Draxler aussi là, exceptionnel, donc voilà, il n'y a rien à dire. Je dirais plus d'ailleurs l'Allemagne que la Belgique, parce que dans le sens où la Hongrie c'est une équipe qui veut jouer au ballon, qui est pas en train de défendre comme on a vu avec l'Irlande ou l'Irlande du Nord, et la Belgique a su profiter de ses individualités, c'est vachement dur à dire comme mot ça, avec notamment Eden Hazard qui à chaque accélération était largement devant n'importe quel joueur hongrois, et ça se sentait, la défense a pris l'eau tout simplement par rapport à l'Allemagne qui a vraiment construit son succès. Il y a eu Draxler, mais de façon globale, à part peut-être Ozil, mais toute l'attaque est à souligner. Et je dirais Thomas Müller quand même, ouais, pour moi il est largement en dessous. Oui, mais il est en dessous. Mais sincèrement, je dirais peut-être un peu plus l'Allemagne, qu'on joue quand même face à une équipe un peu plus regroupée de la Slovaquie. J'attends de voir la Belgique face à vraiment un gros bloc défensif. Ça peut être différent par exemple face à l'Italie. On l'a vu, ils sont inclinés. L'Italie qui est réputée pour sa défense et sa défense à 3. Je suis pas, voilà, je mettrais quand même quelques réserves pour la Belgique. Ils ont surtout fait avec leurs individualités. Votre favori pour cet Euro, c'est l'Allemagne. Ça a toujours été un peu l'Allemagne. Face à, certes, ils ont pas été exceptionnels lors de la phase de poule, mais on a juste à regarder les statistiques. Je crois que c'est 16 ou 18 tirs à chaque match. Alors certes, ils gagnent 1-0 face à l'Irlande du Nord, mais seulement ils font quand même 18 tirs à côté. C'est. Ce soir, c'est Angleterre-Islande, en tout cas, messieurs, à 21h. La France affrontera le vainqueur de ce match en quart de finale le 3 juillet au Stade de France. Angleterre ou Islande? Très certainement l'Angleterre. Très certainement l'Angleterre. Après, vous ne voyez pas la surprise? Après, ouais. Si ça peut arriver. Attention avec l'Islande qui a quand même réussi à faire de bons résultats. Je sais pas trop, sachant que l'Angleterre, ils ont quand même eu des difficultés à mettre des buts, ce qui est quand même incroyable en phase de poule quand t'as des buteurs comme Harry Kane ou Jamie Vardy, même Wayne Rooney, même s'il joue pas attaquant, il est dans un registre de milieu de terrain offensif. Voilà. Et sachant que l'Islande va à mon avis mettre le bus derrière devant le but comme ils l'ont fait contre le Portugal, comme ils l'ont fait contre l'Autriche, donc sous réserve peut-être, voilà. Attention au contre. Et pour l'équipe de France, faut-il affronter l'Islande ou l'Angleterre, même si je pense que l'Angleterre. L'Angleterre, faut mieux jouer l'Angleterre. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Faut mieux jouer l'Angleterre. Ah bah oui, clairement. Moi je suis pas d'accord. Non, pas du tout. Faut mieux jouer l'Islande. Quand on voit la défense de l'équipe de France, les gars, je préfère jouer contre Gunnarsson, Allen Iverson et les mecs en son plutôt que de jouer contre Jimmy Vardy, Harry Kane, Wayne Rooney, Lallana, enfin tout ça quoi. Voilà. Sauf que ça serait la première grosse équipe. Sauf que l'équipe de France a quand même un petit peu plus de mal, je trouve, à jouer contre des équipes qui ont des défenses très très regroupées. Bon, sauf scénario contraire comme avec l'Irlande où ils ont pris un carton rouge, voilà. Ils ont quand même vachement plus de mal à jouer contre des défenses regroupées. Et quand il faut faire des attaques placées, voilà, essayer de percer ce rideau défensif. On a moins de joueurs comme des Iniesta, comme des Eden Hazard capables de casser ces lignes par une passe ou par une accélération. On en a, mais je trouve que avec un autre niveau, et je pense que de jouer une équipe qui se découvre dans un match ouvert, je pense que l'équipe de France sera meilleure et il y aura plus de chances de gagner un match comme celui-ci que contre l'Islande. Surtout, c'est que la France n'aime pas avoir le ballon dans les pieds, quoi. Enfin, en procédant par
contre, avec les accélérations de Coman par exemple, de Payet ou autres, ils peuvent réussir, surtout sur les côtés. L'Angleterre, ils aiment bien jouer avec leurs deux latéraux qui montent assez régulièrement. Il y aura quand même des espaces par rapport à l'Islande, où l'Islande c'est exactement le même match piège que si la France joue contre le Portugal. Face au Portugal, les Islandais sont restés derrière, ils ont balancé le ballon, ils ont réussi à marquer, ils ont eu de la chance, et puis voilà. Et ça sera exactement la même chose face à l'équipe de France, au mieux jouer l'Angleterre. Puis en plus, pour monter en puissance un peu, en minimum. Ouais. Messieurs, quiz. Troisième et dernier quiz de cette émission. Quel est le score par rapport aux France-Angleterre ou aux France-Islande du prochain match? Quel est le score du dernier affrontement entre la France et l'Angleterre? Partout. Alors, partout. 2-0, pardon. 2-0, Corentin Perrin qui. Je pensais à l'Euro. Pour la France. Non, pour l'Angleterre. Non, c'était pour les Anglais. Ah ouais. C'était pour les Anglais. C'était à Wembley. 17, Regardez, vous voyez 17 novembre. Le match justement des Français contre les Anglais avec. Mais ça, c'était à l'Euro 2012. C'est à l'Euro, ça. Ça, c'est la deuxième. Ah, mais donc c'était avec partout. cette belle célébration de Nasri. C'est le dernier affrontement 2-0 après la tragédie du 13 novembre. Ça, c'était le 2-0 pour les Anglais. Malheureusement, le réalisateur de cette émission a diffusé le deuxième 2-0 pour les Anglais. A diffusé la réponse de la deuxième question. Partout maintenant. Attention. Alors, ça fait un point pour non personne. Pour Corentin a dit les Français. 2-0 pour les Français, c'est faux. Le dernier buteur français contre l'Angleterre. Nasri. Merci. Vachement aidé par Merci, notre Léo. réalisateur Léo Beltrando. C'était contre qui? C'était Angleterre. contre Bien joué. toujours sur le score de 1 but. Partout. Bon. Sur 11 matchs disputés contre l'Islande, cette fois, combien de fois avons-nous perdu? Une fois. 0. 0 fois. Corentin Perrin qui revient. Il a dit une. Non. J'ai dit 0. Ah, il a dit Il veut pas le dire. On regarde J'ai dit une. Donc c'est Charlie Briand qui marque. Je sais pas si c'est Charlie, mais. 3-2-1-1. Attention messieurs, 3-2-1-1. Charlie Briand toujours en tête. Autre question, quel est le score du dernier match contre l'Islande? 3-0 pour l'équipe de France. C'est faux. 2-0. C'est faux. 1-0. C'est faux. 3-1. Et c'est faux. 3-2. Maxime Bonnevé, vous êtes le plus proche. Donc ça fait un point. C'est quoi vous cette marquez règle un encore point. Vous êtes le plus proche de quoi? Donc 3-2-2. Eh ouais. C'est le plus proche. Je connais bien l'animateur, c'est pour ça. Qui avait marqué le dernier but? De la France ou de l'Islande? de la France. Qui avait marqué Olivier le dernier Giroud. but sur ce match? Adil Rami. Giroud. Adil Rami, bonne réponse. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Oui, on vient de le voir à l'écran. Merci Léo. Ah, j'accepte pas. Quoi, mais C'est terminé, non, pas de triche dans Je cette savais même émission. pas que c'était ça. Merci Léo Beltrodo pour avoir diffusé la réponse également. C'était à Valenciennes. C'était à Valenciennes peut-être. Et en tout Nous cas, sommes Adil Rami qui était entourés, mais je placé le aux redis, abords de la nous sommes surface. entourés d'escrocs dans cette émission. C'est pas possible. Ça me dégoûte. Bon, bah, en tout cas, voilà, il y a toujours 3, 2, 1 et 2. Vous avez découvert le petit synthé peut-être qui va vous éclairer sur les scores. Les Bleus sans Rami, sans Kanté. Tous deux suspendus pour le prochain match. Est-ce vraiment un coup dur pour cette équipe de France? Oui ou non? Est-ce vraiment un coup dur? Je suis pas sûr. La suspension Non. de Rami. Oui. Non. Comment? De Rami, non. De Qui dit Kanté, oui? Qui oui. dit oui ici, présent sur la table? Oui. Oui, c'est un coup dur. Non. Non, Corentin, c'est pas un coup dur. Non, ce n'est pas un coup dur. Alors, c'est vous qui provoquez le duel. Ok. En régie, ils vont mettre le petit décompte. Non, ce n'est pas un coup dur. Pourquoi? Vous avez 30 secondes. Alors non, c'est pas un coup dur parce que Rami, qui ne soit pas là, j'ai pas à peine d'épiloguer 20 ans là-dessus, c'est pas un coup dur. Après, Kanté, Maxime l'a dit tout à l'heure, la meilleure période de l'équipe de France, c'était cette deuxième mi-temps contre... j'ai oublié le nom de l'équipe. Contre l'Irlande. Il n'y avait pas Kanté. Ce passage en 4-4-2 est bénéfique et malheureusement c'est Kanté qui a été bon depuis le début qui va payer et c'est tout sauf une mauvaise nouvelle pour la France. Voilà. Bien dans les temps. Très bien. Maxime Bonhomé, oui, c'est un coup dur. La suspension de Kanté et d'Adil Rami pour le prochain match. Ah, je vais m'attirer les foudres. Vous Moi, avez 30 secondes, c'est parti. je vais m'attirer les foudres, mais je pense que c'est surtout Adil Rami. Alors pourquoi on va me dire ça? Parce qu'Adil Rami est le seul finalement qui a joué à ce poste-là depuis le début de la préparation, avec également Laurent Koscielny en défense centrale, et que on va faire jouer qui normalement, hein, selon le magazine L'Équipe, c'est Samuel Umtiti qui devrait apparemment être titulaire. Donc ça veut dire première sélection pour Samuel Umtiti, et ça veut dire également c'est un joueur qui n'a pas joué depuis dans les alentours du mois de mai. Donc on va jouer avec ce joueur-là. Bon, moi ça m'a un peu peur. Mais après pour N'Golo Kanté, Hop, hop, hop.
Un point en moins. Ouais, un point en moins. Un point en moins. Je me suis Bon, bah, alors, moi, si j'ai un point en moins, je peux finir ma phrase. Avec N'Golo Kanté, bon, finalement, Yohan Cabaye a été très bon, mais je pense que c'est sur Adil Rami, ça me fait un peu peur au niveau de la défense. Et bah, un point en moins donc pour Maxime Ouais, j'aurais Bonhomet, on perdu. retourne à 1. D'accord. Et qui est le vainqueur de ce duel, messieurs? C'est encore moi le président ou c'est. C'est vous deux. Est-ce que je peux être le président? Pas de président, allez, pas de président, vous tardez trop, c'est parti, on passe à la prochaine question, messieurs. Doit-on jouer le prochain match, désolé, il reste plus beaucoup de temps, doit-on jouer le prochain match en 4-2-3-1 avec Griezmann dans l'axe? Vous allez voir la petite illustration. Griezmann dans l'axe derrière Giroud, comme on a pu le voir sur dimanche contre l'Air. Payet à gauche, Coman à droite, Pogba à gauche, Matuidi à droite, Evra est donc toujours là, malheureusement je suis voyant pour vous. Et puis soit Mangala à droite ou Koscielny à gauche, ou alors Umtiti à gauche et Koscielny qu'on déplacerait à droite, Sagna à droite et Lloris toujours gardien de but évidemment. Soit ce 4-2-3-1, soit le 4-3-3 que vous allez voir ici avec Griezmann placé à droite, Giroud toujours dans l'axe, Payet à gauche, Pogba à gauche, encore Matuidi à droite, et puis Sissoko ou Cabaye. Alors Plutôt dites-moi ce que... Matuidi à la place de Pogba. Matuidi à la place de Pogba, vous voulez remettre Pogba à droite? Ah bah de toute façon Matuidi on peut pas le faire On jouer peut à pas droite. le donc, faire à gauche. Vous avez bien vu que Pogba à droite c'était pas non plus Ouais, c'est clair. C'est ça le problème. bah à ce moment-là, C'est non, pas très, Matuidi, de toute façon Matuidi peut pas jouer à droite, donc soit il joue à gauche, soit il joue pas. Faut-il enlever Matuidi à la place de Sissoko? Moi je suis pas d'accord. Non, moi je pense que Matuidi est meilleur quand même que Sissoko. Enfin après c'est mon Mais ça avis. dépend dans quel à registre. gauche. Moi je suis plus pour le 4-3-3 qu'on a vu un deuxième là, mais sauf que je mettrais pas les joueurs sur cette sur ce poste là. C'est-à-dire que j'inverserais plutôt, alors soit je mettrais Matuidi en récupérateur devant la défense, ou Ouais. Cabaye, parce que Cabaye on l'a vu a été très très bon contre l'Albanie, défensivement il a été très bon, et c'est ce que faisait Kanté. Et Sissoko plutôt sur un côté, en laissant Pogba à gauche, puisque c'est là où il est le meilleur, et je trouve qu'il a quand même plus apporté que Matuidi. Sissoko a fait un très très bon match contre l'Albanie avec une percussion et une qualité physique impressionnante. Et puis derrière, ben voilà, Koscielny, Mangala ou Koscielny, Umtiti, moi ça m'importe peu, je trouve que ce sont deux bons joueurs. Umtiti, s'il est intéressé, enfin si le Barça est intéressé par lui, c'est qu'il y a une raison, comme l'a dit Griezmann cet après-midi. Et puis voilà, et puis Mangala joue quand même pour Manchester City, je trouve que c'est un bon défenseur. Donc les deux, par contre sans changer Koscielny de place parce qu'il a été très bon depuis le début de Donc l'Euro. on met Mangala pour pas avoir deux gauchers. Obligatoirement ce sera Koscielny sera devant les Cali. Umtiti est gaucher aussi. Oui, justement, mais Koscielny aime jouer sur l'axe Ah gauche oui. de la défense, Eh ben donc moi alors, j'aurais mis Mangala. Et ben Mangala, et bah vous, ça me- vous êtes du même avis que Richard Désiré, l'entraîneur du FC que j'ai appelé, et il m'a dit dans la logique des choses, ça devrait être Mangala qui Mais devrait seulement être titularisé Umtiti, à droite. seulement Umtiti depuis le début de la préparation montre beaucoup plus de choses que Mangala, et c'est pour ça que Umtiti aurait les préférences de Didier Deschamps. On parle au Aurait. conditionnel dans cette émission. Le 4-4-2, on n'en a pas parlé. À présent, vous allez le voir avec Evra toujours à gauche. Koscielny, la défense, elle ne change pas. Sagna, c'est pareil. Pogba, Matuidi, gauche et droite. Alors là, l'éternel débat, qui doit jouer à gauche, qui doit jouer à droite. Payet à gauche, Coman à droite. Et enfin, on y arrive, Griezmann et Giroud, tous les deux attaquants. Est-ce que c'est la solution, ce 4-4-2? Corentin Perrin, je sais que vous l'aimez bien, ce 4-4-2. Oui, je l'aime bien et j'en suis partisan, mais en fait il s'apparente aussi au 4-2-3-1 parce que Griezmann va vraiment venir en électron libre autour d'Olivier Giroud et on voit que c'est comme ça qu'il a marqué hier avec la passe décisive de la tête d'Olivier Giroud. Et ouais, je pense que c'est un système qui permet aussi à Coman d'exploser son latéral gauche en face avec sa vitesse et Payet qui peut revenir sur son pied droit, donc c'est plutôt pas mal. Antoine Ribaud, vous êtes plus pour le 4-2-3-1, le 4-3-3 ou le 4-4-2? Moi, je suis plus pour le 4-2-3 qu'on a vu tout à l'heure. Le premier. Qui me plaît bien. Je trouve que Giroud, vraiment seul, voilà, comme on le voit ici, vraiment seul devant, et Griezmann plutôt derrière. Coman qui apporte sa vitesse, sa percussion, qui déborde, qui provoque des duels, voilà, et puis Payet. Non, pour moi c'est bien. Après la question, pour moi, c'est Matuidi de savoir vraiment où le faire jouer. Mais sinon, à part cette interrogation-là, le 4-2-3-1, il me convient pour moi. Maxime Bonhomé, vous 4-4-2. 4-4-2 sur Oui. le dernier 4-4-2 avec Griezmann à la droite, à droite et Giroud à gauche. Griezmann, il l'a dit même en conférence de presse, c'est là où il joue toute l'année avec l'Atlético Madrid, et à la place de Giroud, c'est Fernando Torres. Donc c'est un poste qu'il connaît bien. Il a pourtant dit qu'il aimait bien jouer dans l'axe. Hein.
derrière c'est Giroud. justement, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Là, on le mettrait à droite. Bah non, Enfin, on mettrait libre, quoi. Griezmann, pour moi hier, il a pas, enfin c'était pas un 4-2-3-1, pour moi c'était un 4-4-2 où Griezmann il faisait exactement la même chose qu'il fait à l'Atlético Madrid avec Torres et qui tourne autour de Torres. Et là c'est exactement la même chose, ça a perturbé totalement la défense finalement dans l'histoire. La seule chose, et je vais encore m'en prendre à Didier Deschamps, alors là, je suis vraiment désolé, c'est que on a 2 ans de compétition, enfin avec sans aucune compétition, et on va se dire tiens, on va lancer un 4-4-2 en 8ème de finale et même en quart de finale. Alors que bon, on est en 4-3-3 depuis je ne sais pas combien de temps, et à un moment jamais il a eu l'idée de se dire tiens, ce serait bien peut-être de mettre Griezmann en attaque avec Olivier Giroud, ça serait peut-être intéressant le duo, et finalement on va le savoir que maintenant c'est totalement stupide. Par contre sur le 4-4-2, c'est bien parce que aussi défensivement c'est intéressant. Par contre, c'est après pour faire rentrer quel joueur quoi. C'est parce qu'après on a plus d'attaquants véritablement. C'est qu'Anthony Martial et ça va être le seul qui va pouvoir aider. Puis de toute façon la liste des 23 a été faite seulement pour ce 4-3-3. Sinon on aurait pris Atem Ben Arfa. C'est pas faux. Parce qu'ils ont pris 6 milieux de terrain. Donc si tu prends 6 milieux de terrain avec 2 seulement qui peuvent véritablement jouer, à savoir donc là sur le 4-4-2 ça serait Pogba et Matuidi, on peut dire que les remplaçants ça serait donc Schneiderlin, Cabaye, Sissoko. Donc ça veut dire qu'il y a plein de remplaçants. Et que finalement ça veut dire que tu as un attaquant en moins, et que là aujourd'hui avec le 4-4-2 il n'y a que Martial qui peut rentrer. Il y a que Martial qui peut rentrer. Avec ce 4-4-2. Avec le 4-4-2 il y a que Martial, ou alors Sissoko sur le côté droit, mais bon c'est pas un joueur devant, mais alors c'est que des changements offensifs, voilà. Ça dépend, faut pas qu'on tombe sur un scénario Griezmann sur le côté droit, donc c'est Pogba pour le milieu de terrain, je vais revenir au milieu de terrain qui est assez compliqué pour cette équipe de France et pour le prochain match contre l'Angleterre ou l'Islande. Donc Pogba à gauche ou Matuidi à droite? Est-ce que faut-il... Non, plutôt Pogba à gauche, Matuidi à gauche, parce que Pogba à gauche, Matuidi à droite... Oui. Ouais. Pogba à gauche ou Matuidi à gauche. En tout cas, Pogba ou Matuidi, quoi. Pogba à gauche finalement. ou Matuidi à gauche? Quelle piste il faut privilégier? C'est comme j'ai dit, soit on met Matuidi à gauche, soit on ne le met pas du tout. Il est incapable. Il faut qu'il sorte de la compétition. Non, au contraire. S'il ne peut pas jouer, à gauche. Pogba, qu'est-ce qu'il a montré à gauche là hier face à l'Irlande lors de sa première mi-temps? Il a strictement rien montré dans l'histoire. Il a été meilleur dès qu'il a positionné sur le côté droit. Il a été positionné en deuxième mi-temps sur le flanc droit. Sur le flanc droit, il était plus bas, il était devant la défense. Il était devant la défense et il ratissait des ballons. Voilà. C'est parce qu'on attend de lui, parce que bon, dès qu'on voit Pogba, d'ailleurs à certains moments, il y avait même ce 4-4-2 limite en losange avec Pogba la pointe haute, et puis je crois que c'était un match, je sais plus contre qui, et devant il y avait Giroud, ou alors c'était Benzema et Fekir à l'époque, ça date, c'était il y a 1 an. Mais clairement Pogba on n'attend pas ça de lui, mais seulement sinon c'est la seule possibilité. On va pas mettre Pogba sur l'aile, ils ne vont pas non plus en attaque. C'est incroyable, en fait on a Pogba, on a un joueur d'un talent exceptionnel, on ne sait pas quoi en faire. Moi je pense que ça dépend aussi avec quel joueur il est aligné. Quels joueurs sont alignés sur le milieu de l'équipe de France, parce que si on met un Sissoko et un... Bon après... Alors moi je pense que le seul moyen de les faire jouer tous les deux, Pogba et Matuidi, sur ce plan de jeu là, vu que l'un est pas bon d'un côté, l'autre non plus, de faire redescendre Matuidi d'un cran et de le mettre devant la défense, je pense que ça peut être une bonne chose. Alors après c'est du jamais vu, c'est du jamais fait encore, donc je pense que il se sera pas fait par Didier Deschamps, mais de par l'impact physique qu'a Matuidi et la qualité de sa relance, je pense que ça aurait pu être une bonne chose, et ça aurait pu permettre à Sissoko de jouer titulaire et d'apporter de grandes choses et une grande qualité de percussion à l'équipe de France. C'était le mot de la fin, messieurs. Un petit mot pour vous dire que l'Italie vient de gagner 2-0 et élimine l'Espagne donc dans ce 8e de finale. Bravo aux Italiens. Tu dois être champion d'Europe. Mon pronostic il tient pour l'instant, les gars. Oui, mais l'Allemagne, c'est pas possible. Personne de nous 5 avait vu les Italiens remporter contre. S'ils gagnent contre l'Allemagne, tu t'achètes le t-shirt de l'Italie. Eh ben, pari tenu. Okay. Je le mettrai jamais, mais pari tenu. Tu le donneras à ce moment-là. Merci messieurs, et puis match ce soir évidemment à suivre sur TF1, il me semble, TF1 ou je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, vous regarderez sur le programme. C'est les concurrents. Sur le match. En tout cas, c'est pas diffusé sur LMTV, mais un très beau programme ce soir encore sur notre chaîne. On se quitte, on se retrouve la semaine prochaine. Coucou à Mathis, notre plus jeune téléspectateur que j'ai pu voir ce week-end. La semaine prochaine, c'est la dernière de Totalement Foot. On a hâte et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Et on reviendra sur le...